Eh bien, salut à toutes les barbues et à tous les barbus. Comme disait un grand philosophe du siècle passé, je citerai volontiers François Corbier: «Sans ma barbe, quelle barbe!» Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, j'espère que la mienne va repousser, assez vite, et surtout que vous allez apprécier ce premier numéro de Ludopod, donc c'est le nom de mon émission. Hem, de quoi on va y parler? Essentiellement de jeux de rôle. Je pense qu'il y aura 2 grosses parties. On va parler jeux de rôle, un petit peu jeux de plateau, jeux de cartes aussi, rapidement. Et en fin d'émission, donc un grand survol de, ma pile à lire, donc les romans de SF et de science-fiction, fantasy, qui m'animent en ce moment. Voilà. Écoutez, on commence tout de suite. On parle donc de jeux de rôle avec, je vais vous le présenter. Mon coup de cœur de l'année 2022-2023, c'était mon jeu de rôle pour cette période-là, préféré quand il est sorti. Ça m'a d'ailleurs permis de faire une introduction vers la 5e édition de Donjons et Dragons, puisque ça roule sous le moteur 5e. Donc je m'y suis mis, et oui, j'ai honte à moi, j'étais encore sur la 4e édition de Donjons et Dragons, je n'avais toujours pas sauté le pas, donc c'est Midnight qui m'y a forcé, entre guillemets, et j'en suis plutôt content. Alors le problème de Midnight, c'est que il s'adresse aux anciens joueurs, hein, ceux qui étaient sur la 3.5, et malheureusement, ils ont été déçus par cette sortie, puisque le champ des possibilités a été réduit en termes de race, en termes de classe, etc., de pouvoir. Voilà, le jeu a fait, je pense, un flop. Son démarrage était pas très bien préparé, je pense. Ça aurait mérité mieux. Donc moi, en tout cas, je suis un nouveau joueur de Midnight. Je n'ai jamais joué en tant que maître de jeu ou joueur à Midnight précédemment. Donc j'ai craqué, j'ai adoré cet univers. Je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez pas. En tout cas, on parle de Midnight parce qu'il y a 2 actualités. Il y a la sortie de la campagne qui devait suivre le livre de base et l'écran. C'est Crown of Shadows, donc la couronne de l'ombre, qui malheureusement n'est sortie que en VO pour l'instant. On l'attend en VF de la part de Edge très vite. Et le deuxième petit point, puisque je vous ai dit qu'il y avait 2 points pour Midnight, c'est en même temps la parution gratuite d'un scénario de convention. En fait, c'était un scénario qui s'appelle A Single Spark, qui était donné dans les conventions US l'année dernière et l'année d'avant. On n'y avait pas accès, mais maintenant ça y est, c'est fait. Vous pouvez retrouver un PDF gratuit sur le site donc de l'éditeur Edge Studio. Alors je l'ai pas encore lu, je peux pas me prononcer. C'est juste je vous le présente aujourd'hui, avec moins de reflets, c'est bien. Je vous présente aujourd'hui. Est-ce que c'est un vrai scénario d'introduction? Je pense que oui, d'après le feuilletage que j'en ai fait. Versus le pauvre scénario qu'on avait eu dans l'écran, qui mérite même pas ce nom-là. Enfin, je ne sais même pas l'écrire tellement, le décrire tellement c'était mauvais. On va peut-être se replier là-dessus. Donc, Single Spark qui est gratuit. Voilà, ça c'était pour Midnight. Ensuite, je vais parler de ce que je fais moi dans l'émission également, autour de ma table de jeu. Donc actuellement, avec mes joueurs de Donjons et Dragons 5, du coup, on joue dans l'univers de Phandelver, donc c'est dans les Royaumes oubliés. L'actualité de The Shatter Obelisk, c'est qu'il sort actuellement en VF, donc il y a la traduction qui est en train d'être mise dans les bacs. Alors, si vous voulez jouer à une campagne d'introduction, donc c'est la mine perdue de Fancreux, qui a été augmentée de 4 chapitres. C'est-à-dire que la mine perdue fait déjà 4 scénarios. C'est une mini-campagne d'introduction qui est vraiment géniale pour des nouveaux joueurs ou des jeunes joueurs qui aimeraient découvrir Donjons et Dragons. Et dans ce livre, vous avez une suite qui a été réécrite et donc rajoutée par Wizard of the Coast avec 4 chapitres en plus. Alors moi, pour ma part, je vais m'arrêter au bout du 4e. Pour l'instant, mes joueurs ont exprimé le besoin de changer. Et on va changer pourquoi? Vous allez voir. Et là, j'ai un peu de retard sur la 5e. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure.
la malédiction de Strahd. Donc je vais leur faire jouer dans Ravenloft dès qu'on a fini la mine de Fancreux, on va basculer là-dessus. Donc prochainement à ma table de MJ. Alors j'ai commencé à le lire et c'est vraiment excellent. Je comprends le succès de cette campagne. Par contre, c'est pas donné à tous les maîtres de jeu de la faire vivre parce qu'en fait, il faut lire l'entièreté du bouquin. Alors que par exemple sur le Fandelver, vous pouvez lire le premier scénario, vous arrêter, le faire jouer, etc. Là ici, il faut lire, c'est un bac à sable en fait, hein, la région de Barovie dans laquelle les joueurs vont être propulsés. Et la mécanique du scénario est vraiment terrible au début, le chapitre 1, c'est fabuleux. Donc j'ai notamment le jeu de cartes Taroka qui pouvait être utile en tant qu'aide de jeu, pardon. Donc voilà, la malédiction de Strahd prochainement à ma table. Donc ça, c'était uniquement perso. C'est anecdotique, mais je vais aussi faire de la pub pour, de la pub et de la chronique, hein, quand même, on va dire ce qui est bon. Bourg et cité mémorable, c'est quelque chose qui est sorti il y a plusieurs mois, que j'ai pledgé pour ma part. Et qu'est-ce que c'est que ce gros bouquin là, on peut assommer sa belle-mère avec, il n'y a pas de souci. Il y a plus de 400 pages. Et bien en fait, c'est un excellent outil. Alors si vous êtes maître de jeu dans le jeu de rôle de fantasy, alors ça n'est pas orienté Donjon 5 forcément. C'est pour tout, c'est générique en fait, et c'est pour tous les univers de fantasy, d'heroic fantasy. Ça vous permet de créer en fait une communauté ou un lieu pour vos scénarios. Donc vous n'avez pas d'idée, vous voulez créer un village par exemple, et bien c'est l'outil parfait dont vous avez besoin. Notamment, ce qui est génial, c'est qu'on peut gérer le niveau de criminalité dans chacun des lieux que vous créez par rapport à la population qui est présente, au niveau politique aussi, quelle est la stabilité ou pas politique de chaque lieu que vous allez vouloir développer. C'est vraiment génial. Donc, dedans, vous pouvez créer des avant-postes commerciaux, du village, de la ville, de la cité, des capitales carrément. Donc là, on est sur grosse géographie, et puis aussi des places fortes. Donc vous avez 6 possibilités de création pour vos scénarios. Et si vous êtes en panne d'inspiration, il y a aussi 64 exemples de communautés. Donc allez-y, donc pour chacun des chapitres, vous pouvez piocher en fait un exemple et vous rattacher aux lieux qui vous sont présentés. Donc bravo à Kobold Erudit, c'est un éditeur français qui grimpe et qui a eu la bonne idée d'aller chez Nord Games donc, pour traduire ce supplément. Alors moi j'aurais peut-être un petit bémol, bourg et cité mémorable. Ouais, je sais même pas comment je l'appellerais moi en fait ce scénario. Donc ça, en anglais c'est Spectacular Settlements. Donc c'est extrêmement difficile à traduire, mais bon, beau et cité mémorable. Est-ce que ça restera mémorable? Voilà. En tout cas, achetez-le si vous aimez écrire vos scénarios dans des mondes d'Heroic Fantasy, DD5, Warhammer, j'en passe et des meilleurs, l'œil noir et compagnie. N'hésitez pas, allez-y. Et puis à la fin, on trouve en annexe des fiches de lieux, de récap. En fait, c'est comme une fiche de personnage pour votre lieu. Donc vous allez reporter tous les niveaux comme on disait, de criminalité, de politique, le niveau agricole, enfin tout ce qui peut être, tous les paramètres intéressants que vous pouvez compiler dans ces fiches récap. Voilà. Alors chez Kobold Erudit, on va aller voir parce que ils ont aussi sur leur site, ils continuent les traductions à gogo. Donc ils avaient commencé par l'alchimie artisanale et l'enchantement, qui est également un gros supplément sur ces sujets-là, donc avec pas mal de nouveaux sorts et d'ingrédients pour les sorts sur DD5. Alors là, c'est bien orienté 5E également. Enfin, celui-là est plutôt 5E, alors que Bourg et Cité Mémorable quand même reste générique. Et il y a 2 autres projets. Donc le premier, c'est Piège mortel et l'ultime bestiaire des damnés. Donc les 2 suppléments viennent de chez Nord Games. Donc ils peuvent être très sympas. Moi, je préférerais dans les bestiaires, il y a des bestiaires orientés orques et gobelins, factions
humaine pour de la soldatesque, qui est vachement bien. Si vous avez besoin, sur le qui-vive, vous jouez un soldat de niveau 3, hop, vous piochez dans le toolbox, ça s'appelle le Game Master Toolbox, donc j'espère que cette série-là sera aussi traduite. Et puis il s'attaque avec un deuxième éditeur, donc là c'est plus Norgame, c'est Découvertes étranges, c'est un compendium, on va dire, d'objets magiques, qui est en cours de traduction également chez Kobold Érudit, donc bravo à eux, parce que là ça traduit à tour de bras. On enchaîne avec une acquisition que j'ai faite par hasard, hop, et qui m'a permis d'en découvrir un peu plus. J'ai acheté Kingdom and Warfare, qui est la suite, donc c'est chez MCDM RPG, donc c'est la boîte américaine qui produit ces suppléments. Donc on va voir chez eux que voilà, il y avait Strongholds and Followers qui n'était pas passé inaperçu à l'époque, et donc Kingdom and Warfare, c'est un petit peu la suite, le tome 2 en fait, de ce que propose MCDM, les Américains de la MCDM. Je voulais parler de ça parce qu'en fait, le financement participatif, ils ont un autre financement participatif qui est en cours, c'est le fameux MCDM RPG. Alors MC, c'est Matthew Colville, qui est le boss, en fait, le Dungeon Master en chef de cette boîte, et qui a réagi par rapport à l'OGL Gate de l'an dernier. On a failli perdre donc l'OGL, ça je ne vous le rappelle pas, et donc en fait MCDM a dit bah nous on va faire notre propre RPG, et pour moi c'est la réponse à Donjons et Dragons. Ça va faire du mal à Donjons et Dragons, n'allez pas chercher ailleurs chez Cobalt Press, Paizo ou autres qui ont eux surréagi dans la précipitation. Ce jeu-là, je pense qu'il va être très mature à la sortie, et bah, il faut voir le chiffre, hein. Ils ont levé plus de 4 millions de dollars pour pouvoir le produire, donc c'est pas rien, je vous laisserai regarder. Et gros message donc aux éditeurs français, si un éditeur français bah, veut le traduire, je pense que ça va pouvoir être un gros Big Bang dans les jeux fantasy versus la 5e édition. Alors, on revient à quoi ensuite? Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Ben, on finit avec les jeux de rôle avec le tant attendu, hop, toujours par là, Traveler, donc, qui va être traduit par nos amis des éditions de Nemos, avec un financement participatif qui pour l'instant est fermé, hein, il a été couronné de succès, donc je vous le présente rapidement. Ici, donc, hop. Donc c'est chez Game on Tabletop, hein, si vous voulez retrouver le financement. Alors Module, c'est le nom de la société d'édition de JDR qui est reliée aux éditions de Neos. Et donc Traveler, qui avait eu une traduction en 2006. D'ailleurs, j'ai le bouquin quelque part sous la poussière. De la part de Mongoose, et depuis Mongoose Publishing continué à faire grimper la notoriété de ce jeu qui est presque aussi vieux que Donjons et Dragons en fait. Et puis il nous propose un financement, il nous propose un financement avec le livre des règles, le compagnon et tout un tas de suppléments, l'écran, tout ça dans une belle boîte avec des cartes, etc. Et tout ça arrivera donc en début ou au milieu de l'année 2025. Et là, je suis super hypé puisque je vais masteriser Traveler. Donc en attendant, on se replie sur sa version in English. Donc la version qui date de 2022, voilà, je vous présente. Un jeu vraiment génial, surtout la création du personnage de chaque joueur qui est vraiment qui est à la fois ludique et qui est vraiment déterminante pour incarner un personnage avec du vrai background. C'est pas le background, en fait, il est mis très en avant par rapport à un jeu comme la 5e édition de Donjons et Dragons où on choisit un pauvre background, on dit voilà, j'ai été malandrin dans les rues. Ici, non, c'est on va carrément tirer au dé. Comment on a vécu précédemment de 18 à, je sais pas, 34 ans, 46 ans, si vous voulez, etc. Donc, on peut suivre le cursus académique
ou militaire de chacun des joueurs dans des fonctions comme éclaireur, explorateur. On peut même jouer un psionique. Enfin voilà, Traveler, c'est génial, et il y a un vrai univers qui a été développé derrière avec le Sword d'Imperium et différentes factions, pirates, rebelles, etc. Voilà. Après, vous pouvez jouer, si vous avez envie de jouer du Alien avec les règles de Traveler, il n'y a pas de souci. Traveler, c'est pas fini, puisqu'il y a aussi j'ai pas mis sur le site web, mais j'essaierai de vous mettre la référence. Donc, il y a aussi le journal de Traveler, qui est un petit supplément alors, c'est 128 pages pour l'occasion. C'est une relique, c'est le numéro 1 que j'ai en possession et qui est quasiment neuf encore. J'ai pu le récupérer dans un bel état. Et en fait, on en est au 13, 14, 15, voire 16. Et c'est un pledge qui est en cours sur Kickstarter, donc vous pouvez retrouver une petite boîte qui contiendra les 4 ou 5 livrets de ces en fait des journaux d'aide de jeu, à la fois orientés pour les joueurs et les maîtres de jeu de Traveler. C'est vraiment fantastique, ça donne plein d'idées. Il y a des xénos races, des nouvelles armes, des nouveaux véhicules, des nouveaux vaisseaux, nouvelles planètes, etc., etc. Donc à l'intérieur de ce genre de petit journal qui est bien sympathique. Et on en a terminé avec les jeux de rôle. Je vous propose un petit écart sur les jeux de cartes, puisque moi je joue principalement à 2 jeux de cartes qui sont Vampires Eternal Struggle et Magic the Gathering. Donc je joue en fait depuis la sortie de ces jeux en 1994-95. Voilà, on en est donc au 30e 1994, on en est au 30e anniversaire donc de Vampires Eternal Struggle. Donc je me suis procuré le fameux deck que l'on voit ici. C'est un deck Toréador, donc qui est préconstruit sur 100 cartes, et puis on a 20 cartes de réédition à côté avec des justicars et des vampires de renom. Alors, ce deck-là reproduit ce qui avait été fait il y a 5 ans en arrière avec le deck Gangrel, qui était un deck Gangrel pour le vote, assez surprenant, et qui fonctionne très très bien. Celui-ci va fonctionner avec, je pense que si on est 5 ou 6 joueurs autour de la table, ça prend tout son sens, surtout avec cette carte qui est la fameuse, le point de fer de la Camarilla. Donc il faut choisir entre plusieurs Mathusalem autour de la table pour leur infliger des pertes de points. C'est un peu la base du jeu. On retrouve Annabelle Tréabel dans une nouvelle version, pour ceux qui connaissent. Enfin voilà, des beaux vampires, des belles choses dans ce deck, mais comme tout deck préconstruit, hein, il y a la même chose chez Wizard of the Coast avec Magic, il faut l'améliorer soi-même. Parce que bon, il y a quand même quelques impairs dans la construction du deck. On ne vous donne pas full power sur ce genre de jeu. Magic the Gathering, malheureusement, je n'ai pas d'actualité là-dessus parce que il y a rien qui me passionne actuellement dans leur sortie. Peut-être la prochaine émission, on en reparlera. Ce qu'on peut voir ensemble, c'est le jeu de plateau. Alors, le jeu de plateau, je joue perso assez souvent à Lord of Waterdeep. C'est une découverte, en fait. C'est un jeu qui date. On va peut-être pouvoir regarder depuis quand il date. Ici, on n'a pas la date. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est un fabuleux jeu qui était sorti durant la version 4 de Donjons et Dragons à l'époque, et qui n'a jamais été traduit en français. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Alors moi qui aime pas, je veux pas dire que j'aime, je déteste, mais je suis pas très premier client de ce genre de jeu, et ben ça me passionne. La mécanique des alliances et comment dire des cartes de menaces, etc. C'est vraiment génial, voilà. Donc c'est un jeu qu'on peut trouver sur le circuit occasion, les cartes intrigue, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Est vraiment génial dans l'univers on crapahute en fait dans Waterdeep, hein, avec des lieux qui sont à haute rejouabilité, puisqu'on on les place nous-mêmes et on les gère à chaque tour de jeu de manière différente, et c'est vraiment pas mal. Donc je vous le conseille parce qu'en fait c'est un jeu qu'on peut trouver d'occasion facilement
Jeu de plateau, donc n'hésitez pas, Lord of Waterdeep, et son extension, pareil, qui va coûter le même prix, c'est The Scoundrels of Skullport, c'est-à-dire qu'on vient rajouter 3 petits plateaux au grand plateau, et puis c'est encore plus fun. Voilà, c'était en passant un coup de cœur, jeu de plateau du moment. Ensuite, partie inspiration, roman, lecture, donc SF et fantasy. Je me suis plongé dans la saga Vorkosigan. Alors, par quel bout le prendre? C'est énorme en fait, puisque en fait on a une auteure américaine qui est Lois McMaster Bujold, alors un nom qui était inconnu pour moi, et qui a produit pas moins de 18 romans sur cette saga. Là, c'est le 8 ou 9e que je dois attaquer, donc il s'appelle Un clone encombrant. Mais si on regarde la totalité de la série, c'est assez impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est toujours chez J'ai lu SF, hein, les recueils sont faciles à trouver. Vous avez, on va dire, toute l'histoire, le passé des parents du personnage, le personnage qui devient militaire, donc il s'appelle Miles Vorkosigan, hein, c'est le nom du premier tome, enfin un des premiers tomes qui était sorti dans les années 90, donc elle a eu le prix Hugo en 91, et je crois qu'elle en a eu 2 autres, donc c'est un record, et en fait on ne connaît pas, c'est assez méconnu cette saga de science-fiction qui, on pourrait la résumer rapidement, c'est une espèce de James Bond version space opéra, mais avec des tares, c'est-à-dire qu'en fait il est né entre guillemets mutant. Il fait 1m42, je crois, de haut. Il a la maladie des os de verre parce qu'il a été empoisonné par les ennemis de ses parents durant la grossesse de sa mère. Voilà, je vous raconte le pitch du départ, mais sachez que du coup, le personnage doit lutter avec ses tares en utilisant son cerveau, et euh, il se dépatouille toujours de ses missions grâce à son génie, en fait, et c'est vraiment bien vu. Voilà, ça c'est mon coup de cœur en ce moment de science-fiction. Ensuite, vous allez vous moquer de moi, mais j'ai découvert Pierre Grimbert sur le tard, très très récemment. Et donc je me plonge actuellement dans les secrets de J que je n'avais jamais lu. J'ai lu la première moitié du premier tome, qui correspondait au premier tome de la série avant, chez Nemos. Donc c'est vraiment pas mal. Et pourquoi je le découvre sur le tard? Parce que je me suis procuré auparavant Pax Elfica, le Lanternier, un magnifique roman. Alors, on a pour son argent chez Nemos, merci, parce que c'est magnifique à chaque fois les productions qu'ils font. Et Pierre Grimbert a écrit en fait dans l'univers de Claude Guéant, qui est la fameuse campagne Pax Elfica pour la 5e édition de Donjons et Dragons, donc une production des 12 singes. Et ce roman vous plonge dans l'ambiance du jeu de rôle. Enfin, il n'y a pas, c'est en fait le récit d'une partie de jeu de rôle, je pense, enfin en tout cas sur une grande partie, et avec plein de rebondissements, et puis toutes les restrictions en fait que l'on connaît dans l'univers de Pax Elfica. Bon, je vais pas m'étendre sur Pax Elfica, je vous laisserai découvrir, c'est vraiment génial. Et puis juste derrière, le mois qui a suivi, on a eu droit à la bande dessinée, le tome 1, chez Le Lombard, qui se passe à l'auberge de l'épée, donc qui est le lieu principal où tout démarre en fait dans la campagne des 12 singes. Donc bravo, parce que il y a un univers de jeux de rôle français qui se développe en roman et se décline aussi en bande dessinée. Je dis waouh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'était un sacré tour de force. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça, vite fait. Alors, c'est pas un roman de guerre. Justement, j'avais peur de lire ça. J'avais mis de côté depuis longtemps. Et comme je vais faire jouer la campagne dans Ravenloft, Malédiction de Strahd prochainement, je suis en train de lire le roman Le Vampire des Brumes, qui se passe en Barovie. Et en fait, le Vampire des Brumes, c'est pas celui qu'on croit. Il y a 2 vampires, en fait. Il y en a un qui est en visite à l'autre, entre guillemets.
Je ne veux pas spoiler parce que en fait, je suis en train de le dévorer et il est vraiment génial. Donc Christie Golden, je ne sais pas si c'est un pseudo, mais voilà, écrit par Christie Golden à l'époque. Alors c'est une production TSR Fleuve Noir, oui, mon livre est tout décoloré sur la tranche, ça date pas d'hier. C'était, je pense, 94-95, l'édition. Voilà, donc ça c'est pour la lecture du moment. La lecture que je viens de terminer, c'est, alors je ne sais pas comment on prononce, EasyTube ou EasyTube, Les Vents de Gas, donc qui est le premier volume d'une longue série que je ne connaissais pas en science-fiction. Et bah, ça a été que déjà je remercie, alors ouais, j'ai oublié de remercier Jean Balcezac, merci Jean, pour cette indication sur le forum, enfin sur la page Facebook de Traveler France. Il m'a donné envie de le lire et en plus j'ai réussi à me le procurer avec l'édition Anki Bilal, l'illustration de couverture assurée par Anki Bilal. Mais là où la saga Vorkov-Figan, c'est 18 volumes, ici on part sur 33 volumes. Et ça s'appelle malheureusement, ça a été renommé en français, L'Aventurier des Étoiles. Et donc ça a été édité, oui, chez Plomb, enfin chez plein d'éditeurs différents malheureusement. Et pour se procurer ces épisodes, c'est pas facile. Il y a eu cette édition-là initiale, je crois, en France. Enfin bref, ça devait se vendre dans les gares. Aux côtés des genres de Cède ou sur le bureau des buralistes à l'époque, dans les années 70. Et c'est désormais un peu introuvable. Donc je pense que ça mériterait. Alors au niveau de l'intrigue, c'est difficile de se prononcer sur le premier volume. Le premier volume est vachement bien et ça ouvre à plein de possibilités. C'est un petit peu du Dune, en fait, quelque part. Il y a des factions de matriarcat. Enfin voilà, et le voyage spatial qui est pas si évident à faire. Donc on suit Dumarest, donc qui est en fait Earl Dumarest, qui est le héros principal tout au long de ce roman, et qui va voyager dans un monde pas terrible, la planète de Gas, et il va faire des rencontres, il va aider des gens, et en fait c'est un vagabond qui paye et qui a pas de sous et qui paye comme il peut ses voyages d'une planète à une autre et il veut rentrer tout simplement sur Terre. Donc quand il parle de la Terre, personne ne le comprend et c'est assez curieux. Donc voilà, il y a des luttes de pouvoir qui peuvent se mettre en place et vraiment des personnages hauts en couleur dans ce premier volume. Donc je n'ai pas lu la suite. Si jamais vous séparez de vos tomes de romans de guerre, je suis preneur. Et autre message, peut-être aux éditions de Neos, pourquoi ne pas récupérer les droits et faire une grosse intégrale ou plusieurs intégrales d'ailleurs, parce qu'il y a 33 volumes, il faut y aller, il faut les trouver. Donc voilà, c'était l'OVNI du jour. On continue, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? L'émission dure pas mal, hein. Pour ce premier numéro, vous aviez peut-être vu passer ceci, La Fantaisie et le Moyen-Âge, donc par Victor Bataillon et Anne Besson. Anne Besson qui est une académicienne de l'université d'Artois, basée à Arras, et donc il nous avait offert ce volume-là à toute fin des éditions Actu SF. Actu SF avait déposé bilan, mais il a été relancé depuis, heureusement. Et les deux personnes donc, qui sont un d'un côté un historien et de l'autre côté une agrégée en lettres qui s'intéresse fortement à la fantaisie, on les retrouve sur un nouveau projet tous les deux qui s'annonce pas mal du tout, que j'ai pledgé. C'est Chimère, donc un magazine carrément, le magazine des mondes imaginaires. Donc on va y retrouver notamment les 50 ans de Donjons et Dragons. Ils vont parler pas mal de The Witcher. Et puis donc c'est un magazine voilà, qui va vous coûter 19,99. Il y a différentes formules, donc le pledge j'ai terminé, mais vous pouvez voir ce qu'il contenait. Un entretien exclusif avec Anki Bilal, voilà. The Witcher, le gros dossier. Les 50 ans de Donjons et Dragons. Donc ça se veut être un magazine qui rassemble toutes les littératures de l'imaginaire, très axé sur la fantaisie, bien sûr. Voilà.
Donc j'attends de le recevoir, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une chronique également, lorsque je l'aurai en main, donc ça, c'est prévu, pour, peut-être fin d'année ou début d'année prochaine, pour le premier numéro. Et puis on revient face caméra avec, un dernier, magazine qui lui, par contre, est bien vivant. Tout le monde en parle, c'est le Métal Hurlant, spécial HP Lovecraft, que vous allez, trouver, dans les bacs, presse, kiosques, et pharmacies. Très facilement, donc c'est, le numéro de août 2024 au moment où on se parle. Donc précipitez-vous dessus. Alors, c'est très épais, hein, c'est plus un MOOC, qu'un magazine à l'ancienne, on va dire. Et on a 80% de bande dessinée, 20% d'articles, on va dire, dedans. Je fais un gros raccourci. On nous parle de, en fait, l'influence de Lovecraft sur toute la pop culture, en fait, que ce soit la musique, les jeux vidéo, le jeu de rôle. Il y a une interview de Sandy Petersen. On parle du personnage, bien sûr, de Lovecraft, et à côté, bah, vous avez pléthore de petites, bandes dessinées qui sont sur, 3, 4, 5, 6 pages, 8 pages. C'est vraiment génial. Ce numéro est vraiment génial. Alors moi, je n'étais pas client du nouveau Métal Hurlant encore. Lorsqu'il est ressorti il y a quelques années, j'ai été feuilleter le numéro 1 en kiosque, et je me suis dit: «Non, c'est pas pour moi». On retrouve pas Philippe Manœuvre et Dionnet dedans. Voilà, il n'y a pas les Druilles, les Cazals, enfin toute la bande qui a permis de faire, les lettres de noblesse de la SF et de la fantasy en France, dans les années 70-80. Mais voilà, ce numéro-là est vraiment génial puisque, bah, voilà, il nous concerne, HP Lovecraft. Jetez-vous dessus, c'est miam miam. Bravo à eux. Et bah, écoutez, on termine là-dessus. Je vais vous dire au revoir. Ludopote donc numéro 0, bah, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Bon, vous savez tout ce qu'il faut faire, la petite cloche, le pouce en haut, vers le haut, enfin voilà, aidez-moi pour, si vous avez aimé l'émission. Heu Il n'est pas exclu que l'on parle d'autres choses dans l'émission. Là, on aurait pu parler figurines aussi. J'ai une pile de la honte là pour le coup, qui est gigantesque, avec des figurines à peindre, par milliers. Donc voilà, on pourrait parler de wargame également, enfin tout ce que vous voulez, qui ont trait à nos hobbies habituels. N'hésitez pas à me rejoindre par, les commentaires, sur, YouTube. Et voilà, on se quitte. Merci à tous, et vous pouvez reprendre une activité normale.